Parmi vous, il y a des clients du groupe Altavia, il y a des partenaires associatifs d'Altavia, il y a également des personnes avec qui on pense qu'on pourra travailler par la suite dans une logique de communication responsable. Il y a aussi des collaborateurs d'Altavia, parce qu'on considère que toutes nos actions pour la RSE dans l'entreprise doivent d'abord être portées en interne. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir tous ce matin. Aujourd'hui, le thème de notre table ronde, recycling et upcycling dans la communication. Je pense que ça parle à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, de se dire qu'est-ce qu'on fait quand dans une enseigne retail, on a produit beaucoup de catalogues, des bâches, des sacs. Où va ce produit qui a une durée de vie éphémère? Donc aujourd'hui, on va essayer de vous proposer des projets qui, j'espère, iront encore plus loin à l'issue de notre débat pour se dire que dans l'année que nous avons devant nous, on va pouvoir innover ensemble. Pour démarrer, je fais une courte introduction de nos intervenants d'aujourd'hui. Je pense que pour certains, vous les connaissez. Je commence par Hélène, qui est avec nous aujourd'hui, qui dirige Extramuros, qui est une entreprise d'insertion sociale. Elle va vous en parler plus tout à l'heure. Hélène a un parcours, je pense, d'entrepreneurs sociaux qui émerge de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a démarré en conseil stratégique et je pense qu'elle avait à cœur que économie et utilité marchent ensemble. Donc elle a travaillé pour Emmaüs et aujourd'hui elle dirige une entreprise d'insertion sociale dont elle vous parlera plus longuement tout à l'heure. Monsieur Lambert, qui nous rejoint. Monsieur Lambert est président de l'Institut de l'économie circulaire, un think tank qui est récent, mais je pense qu'il est promis à un bel avenir, comme il va nous le dire. Monsieur Lambert est également député des Bouches-du-Rhône et auparavant a également travaillé dans l'entreprise pour le groupe Pernod Ricard. Donc voilà, un parcours, je pense, qui est riche d'enseignements pour nous ce matin. Et enfin, Antonin Léonard, fondateur de WeShare, qui est un réseau qui connecte les acteurs de l'économie collaborative, je pense dont vous avez entendu parler au printemps dernier. Antonin a réalisé pour Canal+, un documentaire, Global Partage, qui est aujourd'hui accessible en ligne sur YouTube. Antonin est depuis toujours intéressé par les sujets de consommation collaborative et on a eu la chance de l'avoir avec nous dans le groupe Altavia, dans notre structure Shoppermind. Voilà, donc je pense que et les présentations et le débat vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur l'économie circulaire, l'économie collaborative, le recycling et l'upcycling. Pour démarrer, pour ceux qui ne connaissent pas bien Altavia, je fais une présentation très courte. Nous sommes un groupe de communication commerciale présent dans 23 pays. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement pour des enseignes retail sur un portfolio de 300 clients internationaux. Et nous avons à cœur, chez Altavia, depuis toujours, la notion de consommation responsable, communication responsable, est dans notre ADN, est dans l'ADN de nombre de nos clients. Et aujourd'hui, on essaye de passer à l'étape supérieure d'accélération, de partenariat sur ces sujets. Pour cela, il y a 2 ans, on a lancé une marque qui s'appelle Eco-Publishing, qui se décline en 3 volets. D'abord, si vous voulez, c'est un engagement d'entreprise. Donc tous les collaborateurs sont sensibilisés et formés à faire notre métier de manière plus responsable. Deuxièmement, on a créé un référentiel qui fait quand on produit chez Altavia un produit en éco-publishing, il répond à des critères rigoureux. Et enfin, avec éco-publishing, on accompagne nos clients sur des productions plus responsables d'un point de vue environnemental, mais également d'un point de vue social. C'est un point qu'on va souligner ce matin. Et enfin, c'était pour commencer notre discussion. On parle aujourd'hui du meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ensuite, qu'on essaye de réutiliser ce qu'on produit. Ensuite, qu'on essaye d'en faire moins. Ensuite, qu'on essaye de recycler. Et si possible, qu'on essaye d'upcycler. Donc on a une dynamique aujourd'hui qui est de plus en plus créative. Chez Altavia, on aimerait être un acteur clé de cette dynamique. Et donc je vais, pour démarrer, passer la parole à Monsieur Lambert, qui va nous parler pendant une dizaine de minutes et qui prendra peut-être quelques questions. Surtout, n'hésitez pas, parce qu'il doit s'absenter à 10 h. Bonjour, merci à tous. Merci aussi pour
l'initiative, il me semble extrêmement important, notamment par rapport au type de structure, le secteur dans lequel vous intervenez et les différentes personnes, si j'ai bien suivi vos responsabilités. Également, de penser que l'enjeu des ressources, l'économie circulaire, est bien au-delà de la seule industrie telle que certains pourraient le croire. Bon, je vais rapidement rappeler, bon, Pernod Ricard c'est fait, hein, j'ai notamment travaillé sur les enjeux de merchandising, PLV, puisque j'étais plutôt du côté de la mise en œuvre des délires du marketing. Donc ça donne quelques idées, mais aussi on voit que certains délires n'étaient pas vraiment très soutenables. L'Institut de l'économie circulaire, je quittais Pernod Ricard pour après travailler en conseil auprès des collectivités, en aménagement du territoire et développement économique. Donc une deuxième expérience, une de les pieds dans la gadoue de ce qu'est une entreprise, etc., industrielle hein, quelque part, mais aussi de communication, d'autre part. Pernod Ricard, c'est bien tout à la fois les deux. Et après, auprès des collectivités, sur ces sujets. L'Institut de l'économie circulaire a 18 mois, c'est une structure multi-acteurs. L'idée au départ était de travailler sur ces enjeux de tension sur les ressources, je vais aller très très vite, que nous avons devant nous, avec une planète aux ressources finies et une population mondiale en croissance et qui consomme de plus en plus, dans un monde où on jette, où on détruit la matière première, forcément à un moment donné, les tensions, les problèmes arriveront. Et paradoxalement, c'est pas paradoxal, c'est les problèmes, c'est pour dans moins de 10 ans. Donc il vaut mieux agir aujourd'hui. Et il fallait le voir sur le côté positif. Donc moi je ne souhaite voir un avenir qui peut être tendu. Ça peut être aussi la capacité de se remettre en cause aujourd'hui et donc de saisir nombre d'opportunités qui peuvent s'ouvrir. Accessoirement étant député, aussi à aider que dans la loi les opportunités s'ouvrent. C'est le cas en ce moment, je vais y revenir. Donc l'Institut, avec 4-5 autres parlementaires, de différents bords politiques. Nous avons monté cette structure et nous sommes allés voir des entreprises, des collectivités, des ONG, des écoles de management notamment, qui nous ont rejoints, des entreprises de toute taille, on a EDF jusqu'à des petites PME qui toutes réfléchissent sur la remise en cause d'un modèle linéaire, je prélève, je consomme, je transforme, non, je transforme, je consomme, je jette, je prélève, je transforme, je consomme, je jette, comme dans un continuum éternel qui n'est pas éternel. Et alors il y a différentes causes, on va y revenir, de pourquoi une entreprise se lance dans l'économie circulaire, mais c'est surtout pour y trouver des opportunités. Je pense que c'est un des mots-clés. L'Institut, aujourd'hui, c'est 200 membres et a double vocation. Hein, ces 200 membres forment un groupe de pression, un lobby positif, pour que l'économie circulaire s'imprègne dans les politiques publiques et aussi dans les entreprises, dans les milieux économiques. Les politiques publiques, ça va très très vite, puisque nombre de collectivités territoriales sont engagées, ont une stratégie de développement économique avec un volet économie circulaire. La semaine dernière, j'étais en Haute-Normandie, la région Haute-Normandie a fait son diagnostic sur l'économie circulaire, quels sont dans la région les enjeux et leurs premières assises pour lancer les actions. Donc c'est une région très industrielle, donc plutôt sur le volet écologie industrielle où les flux des uns, les flux sortants des uns sont les flux entrants des autres, mais aussi pour repérer des opportunités, initier, aider les initiatives qui peuvent émerger. D'autres régions le font. À Paris, Anne Hidalgo a nommé une adjointe à l'économie circulaire, adjointe à l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, et surtout a donné une feuille de route. En 2020, Paris doit être la référence mondiale
de l'économie circulaire, doit être la référence mondiale de ce que l'on fait par rapport à cet enjeu ressources, avec des états généraux qui seront sur plusieurs mois, l'année prochaine, et un grand rendez-vous, a priori, en septembre, dans un an juste, qui donnera la stratégie, la programmation de comment on va jusqu'à 2020, le mandat de Anne Hidalgo, pour cet enjeu de l'économie circulaire. Donc on voit que les territoires se bougent. Au niveau national, les entreprises, alors là, les entreprises sont extrêmement moteurs parce qu'elles y repèrent notamment, comme je vous l'ai dit, des opportunités, mais pas que. Et donc nous avons constaté que ce sont les politiques nationales qui coincent. On a un corpus législatif et réglementaire qui est pensé économie linéaire. Nous avons certains paquebots à bouger au niveau de la nation, mais on peut quand même constater que 18 mois plus tard, l'économie circulaire s'est imposée à différents grands rendez-vous, la conférence environnementale l'année dernière, une conférence de mise en œuvre spécifique dans le schéma national de transition écologique, et aujourd'hui, dans la loi de transition énergétique, la ministre Ségolène Royal en a fait un des 8 chapitres, un des 4 grands piliers de la transition énergétique, c'est la question de l'économie circulaire, abordée par le côté déchets et le gaspillage énergétique. Voilà pour une présentation. Ah non, et l'Institut a un deuxième volet, donc le lobby, nous avons pu, ce lobby positif, faire bouger notamment les politiques nationales. Le deuxième volet, c'est les ateliers, nous avons des groupes de travail, nous donnons aussi des ambitions, être un cadre de réflexion et de force de proposition. Et donc là, l'Institut a, la semaine dernière, produit un rapport stratégie d'économie circulaire en entreprise, freins et leviers. Ce rapport, qui est téléchargeable sur le site, bientôt en édition papier, mais déjà téléchargeable sur le site, ce rapport permet de poser les enjeux propres aux entreprises et de donner des perspectives. Je vous invite vraiment à le télécharger, comme ça vous aurez la vision d'une trentaine d'entreprises. Alors dans ce rapport, la première des questions, mais c'est pourquoi les entreprises veulent aller dans une démarche d'économie circulaire. Donc il y a plusieurs causes ou plusieurs opportunités. Donc les causes, c'est réduction des coûts, c'est un cadre réglementaire que l'on sait qui va se resserrer, par exemple sur les déchets, mais c'est aussi la perception qu'il y a la capacité à faire de la différenciation, à créer de la valeur et donc à retrouver des marges que l'on ne trouve plus dans un monde économique dans lequel l'entreprise se situe et qui est en train de se resserrer. Certaines sont sous une pression mondiale dans leur marché, donc les marges par rapport à d'autres acteurs sur d'autres continents deviennent extrêmement compliquées, et en faisant un décalage, en retravaillant sur mais comment je peux recréer de la valeur dans la chaîne, je me recrée donc des opportunités pour pérenniser mon entreprise. On pourra discuter de quelques-unes. Et puis, il ne faut jamais le nier. Au contraire, le mot entrepreneur est un mot très positif pour moi. Et dans entrepreneur, il y a très souvent visionnaire. Alors, il y a le très grand visionnaire qui avait vu avant tout le monde et qui s'appelle Steve Jobs, d'accord, mais il y a aussi des visionnaires dans leur propre périmètre et qui comprennent que dans leur petite PME, dans leur petite entreprise, ils peuvent, en se décalant, en prenant un temps d'avance, en comprenant mieux les différents enjeux, en voyant dans quel marché ils évoluent, qu'il y a des opportunités qu'ils renforcent, qu'ils enracinent et qui permettent d'aller plus loin à l'entreprise. Donc parfois c'est une entrée contrainte, coût, réglementation. D'autres fois c'est une entreprise qui
cherchent des opportunités et elles émergent. Et enfin, c'est le visionnaire qui dit on va passer une période difficile, mais on va s'inscrire dans ce que le futur sera pour notre propre entreprise. Parler de création de valeur. Alors, la création de valeur, elle est sur différents niveaux. On va pouvoir en débattre, mais comme l'économie circulaire n'est pas que, vous l'avez plus, n'est pas que le recyclage, et vous l'avez très bien expliqué, mais c'est repenser tout le modèle, on a toute une chaîne, je dirais, de flux de matière. Et cette chaîne de flux de matière, c'est à chaque fois des opportunités de création de valeur. Donc là, il y a l'explication de l'économie circulaire, telle que l'ADEME la présente, c'est une boucle, évidemment, qui commence par l'éco-conception, qui parle de l'écologie industrielle, mais qui parle aussi de l'économie de la fonctionnalité, on en reparlera, qui explique l'allongement de la durée de vie des produits, la réutilisation, le réemploi des produits en seconde opportunité, et évidemment le recyclage, et qui revient dans la boucle. Et à chaque fois, ce sont des éléments où, si on met les acteurs ensemble, on doit trouver de la valeur entre acteurs. Et c'est à ce moment-là qu'on doit, après, se poser la question de comment on prend cette valeur et surtout de faire attention à la partager entre les différents acteurs. Dit autrement, dans une chaîne, à un moment donné, il y en a un qui peut prendre plus de valeur, et s'il se la garde, alors que cette valeur elle est générée par l'ensemble de la chaîne, il va fragiliser son modèle économique, et si un des acteurs de la chaîne vient à tomber économiquement, eh bien c'est tout qui s'effondre et lui-même. Donc il y a une nécessité, lorsqu'on aborde la question de l'économie circulaire, ou lorsqu'on se met autour de l'enjeu de ressources, à ce que l'on soit dans un élément de confiance et de partage d'informations, et évidemment à un moment donné de partage et des coûts peut-être supportés par un des acteurs de la chaîne, mais parce que cet acteur qui supporte les coûts fait bénéficier à toute la chaîne de la valeur. On pourrait trouver nombre d'exemples là-dessus, mais moi je vais prendre celui que j'ai vu tout à l'heure. Quand on voit que les bâches elles sont transformées en sacs en cabas, c'est celui qui les transforme en sacs cabas qui supporte la valeur, le coût, mais il crée de la valeur dans la chaîne. Donc il est important de comprendre qu'on doit savoir tout à la fois aider celui qui supporte les coûts et partager la valeur qui est créée. Pour être encore plus clair, sur le cabas, il y a deux marques. Et je pense que le grand public connaît plus l'une que Altavia. Donc c'est la question de la deuxième marque qui doit comprendre qu'elle bénéficie de ce qu'a fait Laval. C'est aussi, à un moment donné, il faudrait, sur l'économie de la fonctionnalité, une formidable opportunité de densifier l'utilisation des ressources. Mais c'est pas simple. Alors l'économie de la fonctionnalité, pardon, je ne vais peut-être pas exprimer pour tout le monde, mais je le réexprime, c'est au lieu d'être dans l'acquisition de l'objet du produit, on est dans l'acquisition de l'usage. Le produit reste propriété du producteur qui le récupère à un moment donné et il fait payer que l'usage. C'est aussi un des axes où on peut trouver beaucoup de valeur, sauf que le producteur du produit supporte des charges importantes et qu'il a besoin que l'ensemble des acteurs se mobilisent. Alors, on a des économies de fonctionnalité qui peuvent être portées par des gros industriels. Renault ou Philips, chacun dans leur domaine, ont mis en œuvre des stratégies sur l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, parce que derrière, ils sont sur des
matières premières en tension. Renault, par exemple, dans sa voiture électrique Zoé, vend la voiture, mais loue la batterie en fonction du kilométrage que vous faites. Vous avez un bilan de kilométrage et vous payez plus ou moins la location de la batterie. Et vous pouvez vendre 10 fois la voiture, elle peut avoir un accident, la propriété de la batterie reste Renault. Quel intérêt pour Renault? Bon, il y a un intérêt de faire baisser le coût à l'achat, puisque je crois que de mémoire, une batterie coûte 7 000 €, donc on fait payer dans le temps, mais c'est surtout l'intérêt pour Renault. Il reste propriétaire de la matière première la plus en tension dans sa voiture. Les batteries, ce sont des matières premières, des métaux, dont on se dit que dans 10 ans, il n'y aura plus accès. Eh bien, Renault, quoi qu'il advienne, récupère ces batteries. Si elles sont encore utilisables, il les remonte sur une autre voiture. Si elles ne le sont plus, il régénère et il récupère 90% des métaux et des terres rares qui sont contenus. Donc on voit bien qu'ils construisent une économie de la fonctionnalité dans laquelle il faut qu'il y ait des partages sur la chaîne. Philips fait la même chose sur l'éclairage. Pour aller très très vite, ils vendent de la lumière et ils ne vendent plus dans les grands groupes industriels ou les grands services. Ils ne vendent plus des ampoules, ils vendent de l'éclairage. Et ils restent propriétaires des ampoules. Parce que dans les ampoules, vous avez des matières premières en tension également. Et ces matières premières sont leur propriété. Quoi qu'il advienne, ça sera un homme, une femme de chez Philips qui ira récupérer l'ampoule en fin de vie et qui la ramènera chez Philips, qui la régénérera. Et donc leur stock de matières premières, c'est aussi leur produit fini. Et on voit qu'à un moment donné, on complexifie un peu la place de chacun. Donc il y a des équilibres à trouver. Voilà, j'ai essayé de faire une présentation relativement rapide, parce que je crois que je n'avais pas beaucoup de temps. Je dois être dans les temps. Et je pense que le mieux, plutôt que de continuer à asséner des exemples, c'est peut-être encore un peu d'échanger. Je voudrais juste dire en conclusion sur la loi. Donc il y a une partie de l'économie circulaire qui commence à être structurée via la loi, notamment sur la question des déchets, sur la question de comment on fait en sorte de réduire les déchets, mais aussi que chaque déchet devienne finalement une matière première, une opportunité. La première des directions, c'est évidemment le recyclage, que ce soit matière ou valorisation énergétique. Mais on a ouvert, on en discutait à l'instant, via un amendement, c'est là où on se rend compte que le corpus législatif réglementaire est assez sclérosé sur une vision linéaire. Nous avons ouvert par un amendement le fait que les marchés publics pourront dorénavant, dans les appels d'offres, être orientés vers des produits à base de matières recyclées, recyclables, éco-conçus, mais aussi de produits d'occasion. Et c'est paradoxal, aujourd'hui, un marché public ne peut pas acheter un produit d'occasion, ne peut pas acheter une voiture d'occasion et est obligé d'acheter une voiture neuve. Il y a peut-être certaines collectivités qui peuvent se contenter de racheter les voitures d'occasion de chez La Poste, qui n'en a plus l'usage par rapport à leurs besoins, mais qui peut très bien servir à une collectivité. Et on voit qu'on continue le prolongement de l'usage du produit plutôt que de l'emmener à la casse et de recycler que la matière. Parce que l'une des clés de l'économie circulaire, et il faut bien l'avoir en tête, c'est pas recycler. Recycler, c'est une porte d'entrée, mais c'est pas la solution. Parce qu'on recycle qu'une partie de la matière disponible, et on recycle le passé dans un monde en croissance. Quand vous recyclez le volume du passé dans un monde en croissance, eh bien, vous ne satisfaisez pas les besoins d'aujourd'hui. Dit autrement, on double les besoins en cuivre, par exemple, tous les 50 ans, voire moins. Si vous recyclez le cuivre d'il y a 30 à 50 ans, vous répondez à peu près 50% du besoin d'aujourd'hui. Donc il y a toujours besoin de matières premières neuves, vierges. Donc il faut trouver d'autres solutions. Les autres solutions, c'est de prolonger la durée de vie des produits en tant que tels ou en réutilisation, réemploi, en upcycling également. Eh bien, c'est un peu le sens de cet amendement. C'est le sens aussi de ce que nous devons avoir en tête, c'est-à-dire que le passage par le recyclage
c'est un moindre mal, mais ce n'est pas la solution à moyen terme. Je ne parle même pas de long terme, ce n'est pas la solution à moyen terme. Il faut aller vers d'autres solutions qui, elles, permettent la réutilisation, le réemploi et de faire durer les produits, quels qu'ils soient. Un peu long, mais c'est la passion. Merci. Merci beaucoup. Oui, est-ce que... Alors, je vous demande peut-être de rester dans la lumière. Parce que je crois, voilà, merci. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ici, vous préférez? Voilà. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Moi, je sais que quand on a parlé avec des représentants des enseignes qui sont parmi vous, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont très enthousiastes, mais qui se demandent comment elles peuvent secouer un peu leur entreprise, leur structure. Vous avez parlé du rapport qui parlait des freins et des leviers pour mettre en place ce nouveau style d'économie en interne. Donc peut-être qu'une des questions, je crois que j'ai entendues durant le petit déjeuner, c'était de se dire comment est-ce que certaines des personnes qui sont là peuvent rentrer dans leur entreprise, convaincues par ce qu'elles ont entendu ce matin, et que peuvent-elles dire face à ceux qui leur disent écoute, nous, c'est la marge, c'est les ventes, etc. Ça, c'est pas la préoccupation du moment. Très, très bonne question. Je ne sais pas qui se l'est posée, mais tout le monde sûrement. La réponse, elle est simple et compliquée. Elle est simple pour moi, compliquée pour vous. Il faut, comme dans un système, un écosystème, c'est regarder tous les flux entrants et les flux sortants physiques. Et à chaque fois, sur les flux sortants, se dire ce sont des opportunités, arriver positivement, dire même les flux des eaux usées, c'est une opportunité. Je vous dirai après comment, dans l'absolu. Et les flux entrants, c'est quelle remise en cause sur mes flux entrants, qu'est-ce que je peux faire évoluer. Après, chaque acteur économique a ses spécificités. Bon, certes, par rapport à ce qu'il est et dans le domaine dans lequel il est. Si on est dans l'alimentation, on a des règles d'hygiène et de santé qui sont tout autres que dans l'industrie mécanique sur le produit que l'on génère. Mais on a aussi l'environnement et le cadre dans lequel on est, c'est-à-dire même dans une zone économique, une zone commerciale, eh bien, on peut partager des flux avec des acteurs de proximité. Et quand vous regardez sur les flux sortants, ce sont de formidables opportunités. Il faut chercher qu'est-ce que je peux créer comme valeur sur un flux sortant. Alors, je reprends les eaux usées. Les eaux usées, elles sont chargées en chaleur. Et aujourd'hui, dans toujours la même loi, nous avons introduit l'idée que les aides, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais que les aides que l'on donne aux énergies renouvelables pourront aussi être sur la récupération de chaleur dans ces eaux usées, dans les différents flux d'eau contenant de la chaleur ou de la frigorie pour un certain moment. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les eaux usées comme simplement un coût et une contrainte, mais aussi qui peut être une opportunité pour récupérer de la chaleur pour soi-même ou pour celui qui est en aval. Mais on peut tout balayer dans ce sens. Après, il y a la remise en cause de certains développements. Comme, je bois un coup, je me suis couché tard hier, mais c'est le job. Hein. J'ose pas vous dire ce que j'ai fait hier soir, mais bon. Si, ouais. Un dîner sympathique, vous le trouverez dans la presse bientôt. Le fait de repenser la chaîne, j'y arriverai pas, peut aussi amener à... Heureusement que j'ai plus de conférences après. Peut amener à changer et à échanger surtout avec l'amont et l'aval. C'est l'une des clés. C'est penser la chaîne et échanger avec l'amont et avec l'aval. J'y arriverai. Voilà. Si vous retournez dans votre entreprise, c'est comme ça que vous devez le prendre. Est-ce que ça ira pour le micro, j'espère. C'est posez-vous la question de tous les flux, et chaque flux est une opportunité. Les flux entrants, les flux sortants. Je vous...
Alors, on va continuer avec une dernière question pour que vous surviviez quand même. Il y a une autre... Ah. Oui, vous avez raison, c'est un des enjeux, c'est la fiscalité de façon globale. Et aujourd'hui, on favorise beaucoup plus le jeter. Nous, on essaye par un amendement. Déjà, les sacs plastiques, j'ai fait un débat hier sur RTL, on nous a expliqué que les sacs plastiques à usage unique, à base de pétrole, on ne pouvait pas les supprimer avant au moins 40 ans, non, j'exagère, mais ça fait 10 ans qu'on en parle. Dans la loi, c'est décidé qu'au 1er janvier 2016, comme ça se fait dans de nombreux pays, comme le Rwanda, Haïti, Afrique du Sud, ben nous en France, on n'est pas capable d'ici le 1er janvier 2016 d'avoir des sacs plastiques à usage unique biocompostables. C'est pas possible. C'est ce que disait l'industrie, ça va coûter trop cher, etc. Sans se poser d'ailleurs la question de la réduction de la consommation de sacs plastiques français. C'est 12 milliards que pour les fruits et légumes. 12 milliards de sacs plastiques. Vous ramenez ça à 60 millions d'habitants. Ça fait, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas, ça va faire... vous avez fait le calcul? Ça doit faire 200 sacs plastiques par habitant et par an. Si je ne me trompe pas de zéro, mais bon... c'est ça, merci. Ça, on se dit par habitant. 200 sacs plastiques pour les fruits et légumes par habitant et par an. Donc effectivement, passer à du biocompostable, ça fait multiplier, alors on nous trouve tout de suite des chiffres par 3, mais bon, vous multipliez 0,2 centimes par 3, on n'atteint pas encore le centime, hein, le sac plastique. Et on ne se dit pas la valeur que l'on va créer derrière. Et on ne se dit pas, on peut aussi réduire. Donc on a tout à la fois le problème que vous dites, mais aussi la capacité à faire bouger la société. Moi, je porte 2 amendements dans la loi qui arrive la semaine prochaine. Un très ambitieux, c'est la vaisselle à usage unique non biocompostable, interdite au 1er janvier 2016. En commission, quand je l'ai présenté, c'était assez marrant. On m'a dit, mais il n'existe pas d'alternative. Donc, il n'existe pas les assiettes en carton, il n'existe pas les gobelets réutilisables qu'on trouve dans toutes les manifestations, vous savez, les éco-cups, il n'existe pas les couverts en bois, etc., etc., sans parler des gobelets en plastique maïs biocompostables, sans parler des couverts en maïs biocompostables, etc., etc. Donc, on est tout à la fois celui qui arrive avec des ustensiles positifs, c'est-à-dire biocompostable, de la vaisselle biocompostable, aujourd'hui, il ne trouve pas le marché. Donc, soit on passe malheureusement par la taxe, soit on passe par l'interdiction. C'est une partie de la réponse. L'autre, je reviens, c'est plus difficile, plus complexe, c'est un travail d'entreprise qui dépasse l'entreprise. C'est mais comment je peux créer de la valeur, parce qu'il y en a qui arrivent à vendre de la vaisselle qui est en bois, qui est biocompostable, qui est ci, qui est mis, parce que derrière, ils vendent quelque chose d'autre que la vaisselle. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent à moi qui n'achète que ça, un sentiment que je n'utilise pas du pétrole, mais j'utilise des composés biosourcés et que je peux le mettre dans mon composteur. Bon, c'est un peu difficile quand c'est un couteau en bioplastique, mais je peux, dans l'absolu, le mettre dans le composteur. Il se dégradera avec le temps. Donc, je paye un peu plus cher ma vaisselle jetable. Donc, on a le volet où nous, les politiques, nous avons nos responsabilités, faire en sorte que le cadre évolue pour qu'on aille dans le bon sens. Mais il y a aussi, n'attendez pas tout du politique, pour 2 raisons. C'est d'abord parce qu'on est vraiment un paquebot et ça ne bouge pas vite.
Et deux, je pense qu'un entrepreneur ne doit pas tout attendre des autres. Donc, regardez quelle valeur vous pouvez créer sur le produit, sur la chaîne. Il y avait une question au fond, je crois. Monsieur, je vais vous passer le micro, ça sera plus simple. Oui, pardon, merci. Stéphane Marchesi, je suis le secrétaire général de PEFC France, c'est la certification de la gestion durable de la forêt. Je voulais juste vous poser la question de savoir comment s'inscrit le travail de votre institut avec le travail qui est mené par le député Serge Bardy et le rapport qu'il a remis récemment sur l'économie circulaire dans le secteur papetier. Voilà. Alors Mathias Lematécat de l'Agence du don en nature. Pour faire rapidement, l'Agence du don en nature donc, récupère des invendus non alimentaires qu'on stocke et qu'on redonne à un réseau d'associations luttant contre l'exclusion. Et donc c'était plus un complément en fait, de réponse. C'est par rapport à votre rôle que vous pouvez avoir dans l'entreprise, c'est vraiment parler des nouvelles solutions qui existent sur toute l'économie circulaire et le réemploi pour vraiment l'insérer dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de trouver le responsable justement qui va pouvoir aider sur ces thématiques-là. Ça peut être le responsable logistique, ça peut être le directeur RSE. Enfin, la responsabilité est diluée. Donc toute la responsabilité du salarié, c'est de parler vraiment de ces actions-là et de l'insérer dans les entreprises. Et ce que je trouve très intéressant, c'est dans l'Institut de l'économie circulaire, c'est que ça peut être une voie aussi pour nous, pour faire valoir le don de produits et pour sensibiliser les entreprises. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention, Monsieur Lambert, sur notre initiative et bien sûr le fait qu'on pourrait travailler ensemble sur faire valoir le réemploi et l'économie circulaire. Voilà. Merci Mathias. Je rappelle qu'Altavia est partenaire de l'Agence du don en nature depuis sa création et que nous réalisons tous les supports de communication de l'ADN et qu'on espère que le prochain, on le fera avec un produit upcyclé. Donc rapidement, oui, avec Serge Bardy, on travaille très étroitement et bon, son rapport est tout à la fois un peu prospectif, mais aussi sur la nécessité de mutation de l'industrie papetière française dans son ensemble et dans un certain court terme. Mais évidemment, ça s'agence. Et moi, j'ai le rôle le plus facile, c'est celui qui est... je fais de la prospective, donc je regarde à long terme et je serai à la retraite quand ce que je raconte arrivera. Mais bon, il faut aussi avoir une vision à long terme et faire bouger les choses. Et puis finalement, je me rends compte, je reprends un peu ma phrase, que ce long terme bouge beaucoup plus vite. D'ailleurs, pour seul exemple, c'est que l'Institut, créé en février 2013, on s'était donné que la société s'empare du sujet de l'économie circulaire et que ce soit porté au niveau national vers fin 2016. Et on est fin 2014, on est déjà bien en avance par rapport à ce que nous-mêmes nous avions comme ambition, que nous espérions quelque part pouvoir se réaliser. Alors ce n'est pas la force de l'Institut, même si le second intervenant a salué l'Institut le travail, c'est le fait que les enjeux sur les ressources sont là, c'est que le monde entier bouge, c'est que les entreprises et les collectivités cherchent une nouvelle voie qui ne soit pas je vais de crise en crise, je résous un problème, mais je ne le résous que pour l'instant T. Et structurellement, il reste, soit pour mon entreprise, soit pour mon territoire qui accueille des entreprises, mais on a réussi à les stabiliser un temps, mais on n'est pas sûr, dans un an ou deux, elles vont peut-être tomber à cause de la mondialisation. L'un des intérêts aussi de l'économie circulaire, c'est qu'il re-questionne sur les ressources du territoire, les ressources au sens très large, incluant aussi la culture, les différences que peuvent être un territoire, et permettent de développer des réponses propres à ce que sont les gens du territoire. La ressource, c'est on parle ensemble. L'économie circulaire, c'est on doit se mettre autour de la question de la ressource, on doit la préserver, et donc on recrée
du lien social peut-être, mais aussi, surtout des échanges. C'est-à-dire on ne peut pas l'imaginer faire tout seul. Pour votre remarque, bon, il y a évidemment toute la question du don et de la transmission. Moi, je préfère le terme transmission, comme ça ouvre au don, ça ouvre à l'échange marchand. Mais la transmission des objets est l'une des clés, et c'est ce qu'attendent notamment beaucoup les Français. Il y a des sondages assez récents de l'ADEME et du CREDOC de juin qui montrent que l'idée de la transmission et non plus de la destruction d'un produit s'imprègne fortement dans les attentes des Français. De là à ce qui passe à l'acte, on le voit avec Le Bon Coin et d'autres dimanches de brocante qui fleurissent depuis maintenant 20 ans et de plus en plus, mais on arrive aussi à d'autres choses. En parlant de dons, ça me permet de dire qu'il y a des collectivités qui font la journée du don, et vous arrivez, vous déposez tout votre placard sur la place du village, et vous le laissez là, et puis vous pouvez aller voir ce que les autres ont déposé. Chacun et chacune peut venir prélever sans autre forme de commerce que c'est déposé là, et c'est un autre qui le prend. On commence à avoir cette idée que je ne le jette pas, je le passe par un moment où je peux donner une deuxième vie à mon produit. Voilà. J'aurais bien aimé rester beaucoup plus longtemps, mais je voudrais ne pas rater mon train. Au plaisir, mes coordonnées, vous les trouverez ou à l'Assemblée nationale ou sur l'Institut. Et je vous invite à regarder aussi ce rapport que nous avons produit sur l'Institut, qui vous donnera déjà des éléments. Vous pourrez aller beaucoup plus loin. Merci encore pour cette matinée. Merci beaucoup, monsieur. Merci à monsieur Lambert d'avoir posé le décor pour nos discussions à venir. Sur l'économie circulaire, on parle beaucoup de ressources et de nouveaux modèles économiques. Chez Altavia et dans les présentations que nous souhaiterions faire, on ne veut pas non plus ne se concentrer que sur la dimension déchets et environnementale, mais également inclure tout un volet social qui est important. C'est-à-dire que si on repense un modèle économique, comme le disait monsieur Lambert, il crée de la valeur pour des individus, il crée des emplois, et c'est avec cette transition entre l'environnemental et le social que je vais passer la parole à Hélène. Ah, je vous en prie. Pardon, Hélène. Il y a un point qui est extrêmement important, que je n'ai pas bien explicité, je voudrais y revenir. Quand vous avez intervenu, et c'est bien parce que ça fait tilt et ça me réveille de mon dîner d'hier, créer de la valeur, mais pas que dans le monde de l'entreprise. On crée de la valeur dans la sphère de la société. Et donc les collectivités, notamment, ont la responsabilité de comprendre que la valeur que peut créer un acteur privé est un intérêt public, et notamment de trouver le moyen de partager cette valeur. Donc il y a aussi toutes ces notions de transversalité, de coopération avec des acteurs qui n'ont pas l'habitude de parler. Il y a même des structures très, très intéressantes en France, comme les SCOP et les SCIC, où on peut mettre tout à côté des entreprises de taille mondiale, des PME du territoire, des associations, des collectivités qui, ensemble, se posent autour d'un sujet. Donc il faut toujours avoir en tête de pousser et rentrer dans l'autre monde. Et je dis la même chose du côté des collectivités. Merci beaucoup. On passe maintenant la parole donc à Hélène Gounod, directrice d'Extramuros, qui va vous présenter son projet d'entreprise et d'entreprise d'insertion sociale. Merci, et merci à Altavia pour donner la parole à Extramuros. Alors, qui va rentrer beaucoup en résonance, bien sûr, avec ce qui vient d'être dit. Vous parliez des entrepreneurs qui, en se décalant, sont visionnaires. Alors, je ne sais pas si chez Extramuros, on est visionnaire. En tout cas, on est décalé. Donc, voilà. Extramuros, c'est une entreprise d'insertion qui a été créée en 2008, qui a deux activités, une activité de menuiserie et une activité couture. Et en gros, le concept, c'est qu'on fabrique des objets pour les entreprises à partir de déchets, à partir de matériaux qui, sinon, auraient été mis au rebut et pour lesquels on n'a pas de solution de recyclage ou de détournement ou de réemploi.
Donc principalement du déchet de bois, ça va être des parquets, parquets de gymnase, parquets d'appartements, des lattes de sommier, des portes anciennes. Donc c'est en plus souvent de la matière qui raconte une histoire, qui a une patine, qui a les marques du temps et qui raconte quelque chose de plus intéressant, qui porte une patine plus intéressante que de la matière première neuve. Donc ça, en termes esthétiques, en termes artistiques, c'est un plus. Et en termes écologiques, c'est évident. Ça fait des années qu'on parle de déforestation sauvage. Donc d'aller récupérer le bois qui est sur nos trottoirs plutôt que d'aller le chercher dans des forêts à l'autre bout du monde, ça paraît simplement du bon sens. Sur l'activité couture, on va être sur des déchets type bâches publicitaires pour lesquels il n'existe pas de solution de recyclage ou d'incinération. Les bâches, quand on ne peut pas les brûler parce qu'elles dégagent une fumée qui est toxique et qui est interdite, donc c'est interdit dans toute l'Union européenne de brûler les bâches, si bien qu'on les enfouit. Donc vous avez, je pense, dans 50 ans à l'école, on apprendra que dans les couches sédimentaires, il y a les fossiles, il y a la bâche publicitaire. Voilà. Ça va se superposer doucement. Donc Extramuros, et il y a effectivement d'autres acteurs proposent de transformer ces bâches, enfin de prolonger le cycle de vie et de les transformer en sacs, en goodies, en produits qui sont en fait généralement fabriqués en plastique. Et plutôt que d'aller fabriquer ces produits avec du plastique neuf, de récupérer le plastique qu'on a pareil en déchetterie. En termes de matières premières sur la couture, ça va être aussi les voiles de bateau. Ça va être la toile postale, les anciens sacs de transport du courrier, grâce à un partenariat qu'on a depuis longtemps avec la Poste. Ils nous ont confié leurs 50 tonnes de sacs de transport du courrier qu'on servit entre les années 50 et le début des années 2000. Donc c'est de la toile de lin hyper solide qui là aussi raconte une histoire parce que certains des sacs ont été reprisés par des facteurs qui ont réparé leurs sacs, d'autres portent des inscriptions. Enfin voilà, déjà c'est une histoire du patrimoine, enfin de la Poste, ça fait partie du patrimoine postal, une histoire presque de France, et puis une matière qui a un intérêt parce que en plus d'être du lin esthétique, c'est 40 ans d'histoire. Pourquoi Extramuros en fait? Pourquoi ça a été créé en 2008? D'où est venue cette idée? Alors déjà d'une indignation de la part des trois fondateurs. Les trois fondateurs d'Extramuros sont deux artistes engagés depuis toujours sur la conception d'objets à partir de matériaux de récupération et avec des procédés respectueux de l'environnement. Je vais y revenir. Je pense que je le mets mal, le micro. Et puis une troisième personne qui est très engagée dans l'insertion depuis 20 ans dans l'entrepreneuriat d'insertion. Donc ces trois personnes en 2008, elles partagent une indignation qui est celle du gâchis, le gaspillage pour des matériaux et pour des personnes qu'on laisse sur le côté par nos modes de consommation, nos modes de production, alors que ces ressources ont encore de la valeur et qu'elles peuvent être justement intégrées à nos modèles. Et puis des convictions. Alors la conviction que déjà un projet entrepreneurial peut être au service de l'intérêt général. Ça, c'est l'insertion. Je vous dirai deux mots pour expliquer ce que c'est. Mais donc déjà, cette conviction très forte que, quitte à monter une boîte en 2008, autant qu'elle ait un projet social et que économique, social et écologique sont forcément liés. C'est le fameux écosystème dont parlait Monsieur Lambert. Les autres convictions, c'est celle que un acte créatif, il peut pas s'affranchir des considérations écologiques. C'est très bien de travailler à partir de déchets comme matière première. L'intérêt, la cohérence de la démarche, ce serait d'avoir des procédés de fabrication et qui soient respectueux aussi de l'environnement, que utiliser cette matière première qui est un déchet soit pas plus polluant dans le process lui-même que incinérer ou enfouir ce déchet-là, et que les produits finis n'incluent pas de matériaux qui sont eux aussi polluants. Vous avez de plus en plus, avec la mode de l'upcycling, des artistes qui vont utiliser des matières premières qui sont des déchets, mais qui vont y mettre une tonne de colle, de produits avec des solvants, de métaux. Et au final, en fait, nous, on pense en tout cas qu'on a l'humilité de se dire que nos produits seront un jour des déchets, et qu'il faut qu'ils soient à nouveau transformables. Et c'est tout le concept de l'objet infini, donc les objets Extramuros, c'est de dire non seulement on utilise de la matière première qui est un déchet,
Les procédés de fabrication sont respectueux de l'environnement. Les produits qu'on y ajoute sont écologiques. Si bien que notre produit, au final, quand il sera quand il arrivera en fin de vie, il ne sera pas plus polluant que le déchet qui a servi de matière première. Donc c'est d'avoir un impact écologique, mais vraiment le plus faible possible, voire positif en prolongeant le cycle de vie. Donc ça, c'était la deuxième grande conviction des fondateurs, c'est de se dire il n'y a pas d'artistique sans écologique. Et en plus, les deux créatrices d'Extramuros sont vraiment passionnées par la matière, ce que je vous disais en préambule, qui raconte une histoire et de se dire que finalement, un bois patiné par le temps, on est en partenariat avec les architectes des Monuments de France, on récupère des poutres anciennes du château de Versailles. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus intéressant en plus comme matière à travailler que peuvent l'être du bois neuf arrivé débité en panneaux de l'autre bout du monde, ou même de France en fait. Après sur l'insertion, donc Extramuros c'est une entreprise artisanale. On fabrique donc on a 2 créatrices en interne, des menuisiers ébénistes, des couturiers qui sont qualifiés, qui encadrent une équipe en insertion un peu sur toutes les étapes de la production. L'insertion, elle est réservée à des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour X ou Y raisons. C'est souvent le chômage longue durée qui entraîne des problématiques sociales telles que l'endettement, l'accès aux droits, l'accès à la santé, l'accès au logement. Donc en fait, c'est des personnes qui vont être éloignées du marché de l'emploi, mais aussi éloignées, en situation d'exclusion sociale et de précarité. Donc on les embauche en contrat de droit commun. C'est pas de l'occupationnel, c'est pas du charitable, c'est pas de contrat aidé. Enfin, c'est un contrat qui est partiellement subventionné, mais qui a un contrat de droit commun. Donc ça, c'est primordial pour la place de ces salariés chez Extramuros et puis pour eux la remise à pied dans le monde du travail. C'est un contrat qui dure 2 ans maximum. Ça, c'est la loi qui a tout cadré, donc c'est bien dommage parce que c'est absolument pas adapté aux individus. Mais bon, c'est un contrat qui dure 2 ans et à l'issue duquel, pendant ces 2 ans-là, la personne va être accompagnée déjà sur une prise de poste, retrouver confiance en soi, retrouver les habitudes du monde de l'entreprise, des relations en entreprise, et puis définir ou redéfinir son projet professionnel et être accompagné pour retrouver un emploi. Alors de façon très autonome, puisque l'idée n'est pas de se substituer à des assistants sociaux ou à Pôle emploi ou aux milliards de dispositifs qui existent déjà. Et puis surtout, c'est de rendre la personne, de laisser à la personne toute l'autonomie pour retrouver sa place sur le marché du travail. Donc voilà pour l'insertion. En gros, quelques chiffres. On a 21 salariés en insertion qui sont passés par Extramuros depuis 2008 et qui ont stabilisé leur situation socio-professionnelle. Donc au départ, plutôt sur des problématiques sociales, d'endettement, de logement, puisque tant que ça, c'est pas résolu, c'est quand même un peu compliqué d'aller parler de projets professionnels. Et puis, qu'on aussi défini et trouvé projet professionnel, que ce soit sur une formation longue, un CDD longue durée ou un CDI. Voilà pour l'insertion. Et après, sur l'artisanat, c'était aussi un parti pris très fort, puisque nos objets, en fait, ça peut vous intéresser. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec les agences de com, c'est que nos objets sont très communicants, puisque déjà, ils sont singuliers. Alors, on peut s'amuser à reproduire des objets industriels avec des déchets. Donc ça, c'est aussi amusant. Vous avez quelques exemples à côté où, en fait, si on ne le sait pas, on ne devine pas forcément que c'est du déchet. Je pense notamment à un transat qui est fait avec des lattes de sommier, ou avec la table dont le plateau c'est du parquet de chêne d'un hôtel particulier du 8e arrondissement du 18e siècle, qui a été retravaillé et raboté. On pourrait croire, si on ne regarde pas, on ne s'en rend pas compte. Donc 2 aspects, soit la récup se voit et l'objet est très communicant, alors avec un positionnement haut de gamme chez Extramuros, parce qu'on pense que la sensibilisation ne peut pas passer par des objets qui soient mal finis ou pas solides. Si on veut être crédible dans ce qu'on dit, à la fois sur l'insertion, pour la valeur du travail bien fait, etc., et à la fois sur l'écologie, on ne peut pas faire quelque chose qui a un cycle de vie limité. Ça ne sert à rien de prolonger le cycle de vie de la matière si c'est pour quelques mois. Donc
On fait des choses qui sont solides avec des techniques artisanales traditionnelles depuis des années, donc sans chimie et avec vraiment des techniques du mobilier contenu pendant des siècles. Et avec une finition qui va être soit très originale et avoir un look complètement décalé, et du coup interpellé. Et pour nous, ça, c'est vraiment un outil c'est une concrétisation assez sympa de l'économie circulaire, c'est de se dire on n'est plus dans l'économie linéaire où on se pose aucune question sur d'où vient la matière, où ça a été fabriqué et où ça ira demain, mais où on reconnaît dans la matière une entreprise qui nous confine de ses bâches publicitaires pour qu'on la transforme en goodies qu'elle va donner l'année d'après sur un salon. Je pense à WeShare pour le WeShare Fest. On a transformé des bâches en porte-documents qui ont été distribués l'année d'après avec la bâche. C'est hyper, ça a du sens et les porte-documents sont forcément différents de ceux qu'on achète en série identique standard qu'on trouve sur tous les salons, même si la boîte y appose son logo. On a l'impression que c'est toujours la même serviette qu'on nous distribue depuis des années. Donc là, forcément, le look est différent, le visuel, en fait, même si on copie un modèle existant, le fait que ce soit fait avec une bâche, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir en termes de finition, et vous avez dû le remarquer sur les exemplaires qui sont présentés à côté. Donc des objets qui sont hyper communicants et qui témoignent de cette économie circulaire en disant, regardez d'où ça vient et regardez où ça va et regardez ce que ça raconte et qui sont les hommes qui les ont faits et comment ça a été fait. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. On va peut-être enchaîner avec Antonin et se dire qu'on prendra des questions. Gardez vos questions si vous en avez pour Hélène. Peut-être des questions, j'ai eu beaucoup de remarques en disant je veux l'acheter tout de suite, combien ça coûte, etc. Ou comment est-ce que je pourrais le faire dans mon entreprise ou si j'ai un projet, comment ça se passe. Donc surtout, n'hésitez pas. Et je passe la parole à Antonin. Ce qu'on voulait faire à la fin de cette table ronde, c'était se dire qu'on a vu l'environnement macro, l'environnemental, le social, mais également se dire que, comme on a déjà commencé à le toucher du doigt, rien ne peut changer si le comportemental ne bouge pas, si chaque individu ne bouge pas, ou si on n'a pas des exemples emblématiques à suivre pour pouvoir s'inscrire dans cette logique d'économie circulaire, de recycling et d'upcycling. Donc je passe la parole à Antonin pour qu'il nous explique un peu mieux les tendances qu'il détecte avec le réseau international WeShare, et également les rencontres qu'il a avec des grands groupes qui essayent de réfléchir vraiment, pas dans une logique annexe au commerce, mais dans le cœur de stratégie économique, à comment ils peuvent faire évoluer les comportements et les modèles économiques. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai la charge de vous expliquer le lien entre collaboratif et circulaire. Vous allez voir, c'est assez évident, en tout cas, on peut assez vite le comprendre. Donc, le circulaire, vous connaissez déjà, c'est une boucle. La logique du collaboratif, c'est l'horizontal. Donc, on passe d'une économie qui était structurellement organisée de manière extrêmement verticale, avec des entreprises qui conçoivent, designent, produisent, distribuent des biens et des services. Et le collaboratif met un peu tout ça en branle parce que les clients deviennent eux-mêmes fournisseurs. Et donc la frontière entre les salariés et les clients est en train d'être de plus en plus redessinée. Et on voit émerger des plateformes qui mettent en relation des particuliers qui peuvent eux-mêmes proposer, concevoir, distribuer des produits et des services. Donc c'est assez aujourd'hui flagrant et très visible dans le domaine de la consommation collaborative avec des plateformes comme Blablacar, comme Airbnb, comme la location de voitures entre particuliers. Donc là, l'impact il est de plus en plus considérable et c'est aussi ce qui a contribué à l'emballement médiatique autour de l'économie collaborative. Nous, on l'a bien vu l'année dernière au WeShare Fest, parce qu'on avait énormément de médias qui étaient présents. Et donc, les acteurs traditionnels commencent à réagir par rapport à ces sujets-là. Un peu à la différence de l'économie circulaire, il y a un peu moins besoin de faire de l'évangélisation parce que les transformations de modèles économiques et les transformations internes que cela suppose font que les acteurs bougent extrêmement rapidement sur ces sujets. Alors un peu
background sur l'économie collaborative. En fait, de la même façon que les réseaux sociaux ont contribué à donner le pouvoir aux consommateurs, à lui donner beaucoup plus de pouvoir en termes d'information. Aujourd'hui, le consommateur et les citoyens sont beaucoup plus informés, ils ont accès à beaucoup plus d'informations et ça donne un pouvoir supplémentaire. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas simplement la possibilité d'entrer en relation directement pour se partager de l'information, on peut entrer en relation directement pour se partager, s'échanger des produits et des services. Et c'est ça en fait l'économie collaborative. Donc aujourd'hui, ça transforme à la fois des secteurs comme celui de la mobilité, évidemment, de la banque assurance avec l'essor du crowdfunding, du financement participatif, et le retail commence à être bouleversé également par ces logiques-là. Et aujourd'hui, on voit des initiatives, des innovations un peu, qui sont lancées un peu tous azimuts. Alors ça interroge parce que la logique est évidemment à l'opposé de la logique traditionnelle. Et quand on commence à s'appuyer sur les clients pour concevoir ou proposer de nouveaux services, ça implique plein de choses. Ça implique des transformations au niveau juridique, au niveau fiscal évidemment, et en termes de culture, d'approche pour les entreprises, ça implique aussi des transformations. Je crois que je vais avoir le même problème que le député. Oui, non, pas ça serait difficile pourtant. Mais donc voilà, j'ai trois motivations aujourd'hui principales pour les acteurs traditionnels d'aller sur ces sujets. La première, c'est d'innover avec les clients, parce que en fait, probablement que les meilleurs talents, ils ne sont pas au sein de votre entreprise, ils sont à l'extérieur. Donc pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas à innover et à envisager, à concevoir les produits et les services de demain avec vos clients ou tout type de parties prenantes. Donc c'est par exemple l'émergence d'une plateforme comme Quirky aux États-Unis qui a noué des partenariats avec un peu tous les retailers américains et notamment Auchan en France. Et un retailer qui va encore un peu plus loin, c'est Decathlon qui a lancé sa propre plateforme d'innovation collaborative en interne qui s'appelle OpenOxylan. Là aussi, ça pose énormément de questions, des questions juridiques. À partir du moment où une personne propose un produit qui demain sera commercialisé chez Decathlon, imaginez que l'attente 3 secondes a été inventée pas par un designer de Decathlon mais par un designer externe et que derrière l'attente 3 secondes elle fait un carton, alors le partage de la valeur, comment il se pose? Quirky a réglé cette question en disant c'est 10% pour celui qui propose l'idée, 20% pour celui qui contribue à la deuxième étape, ainsi de suite. De ce que j'ai retenu d'OpenOxylan, pour l'instant, ils se disent on va voir, on va le faire. Et puis, le jour où il y a un problème, on itérera et finalement, on améliorera le système. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre en fait, qu'il faut de plus en plus passer sur une logique de start-up et d'innovation où on lance une innovation sans forcément passer 2 ans à la concevoir en interne et attendre que les bureaux juridiques vous disent que vous avez le droit de le faire. Et ça, c'est vraiment le propre de l'économie collaborative, parce que si on se replace il y a 6 ans, on vous aurait dit vous allez dormir chez un habitant à Madrid et vous allez vous sentir extrêmement commode pour le faire. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà tous fait, mais Airbnb, c'est quand même un mouvement qui concerne de plus en plus de personnes. Et à l'époque, on se disait mais c'est juridiquement, fiscalement, ça pose plein de problèmes, on ne peut pas le faire. Alors évidemment qu'Airbnb a plein de soucis dans beaucoup de villes dans le monde, mais c'est un modèle qui de toute façon va se mettre en place. C'est la même façon, c'est passé exactement la même chose sur le peer-to-peer, sur la musique, et on a vu les industries musicales qui n'ont pas réagi, et aujourd'hui elles sont très mal en point. Donc en fait, cette structure pair à pair est en train de se propager à toute l'économie. Et du coup, ça oblige les acteurs traditionnels à réagir. Et là aussi, il y a beaucoup d'opportunités. L'opportunité, notamment dans le réseau, parce que ces acteurs traditionnels, notamment les retailers, ont un réseau très développé. La Poste, c'est la même chose. Or, ces nouvelles formes d'échange, elles ont besoin d'un lieu pour se concrétiser et pour être catalysées. Les plateformes numériques, elles ne suffisent pas. Et donc ces réseaux sont aussi une opportunité pour vous, pour catalyser ces nouvelles formes d'échanges collaboratifs. Deuxième motivation, c'est plutôt tiré par la RSE et la communication. On a des changements aujourd'hui de rapport à la consommation au sein de la société qui, à mon sens, vont
encore plus rapidement que dans les années précédentes. C'est le CEO d'eBay qui disait que la consommation va plus évoluer dans les 5 prochaines années que dans les 20 dernières années. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on constate avec l'émergence de toutes ces plateformes. Et donc là, l'objectif, c'est de la même façon que beaucoup d'entreprises ont cherché à surfer sur la vague du développement durable. Là, on va chercher à surfer sur ces valeurs émergentes. Nous, avec WeShare, on essaye de dire attention, si vous nous refaites le coup du greenwashing, ça va pas forcément bien se passer. Donc, c'est aussi intéressant de comprendre ce qui se joue derrière tout ça et quels sont, en quoi cela correspond à de véritables transformations de consommation et de transformation culturelle. Et en quoi, en tant qu'entreprise traditionnelle, on peut être légitime pour aller sur ces sujets-là, mais sans chercher simplement à communiquer et en cherchant à véritablement accompagner des émergences, accompagner des écosystèmes, accompagner des entrepreneurs sociaux qui très souvent se lancent sur ces nouvelles dynamiques. Troisième motivation, et j'ai oublié, bien sûr. La troisième motivation, oui, en fait, la troisième motivation, c'est la plus profonde, c'est une véritable transformation économique, stratégique, de modèle économique. C'est la plus compliquée parce que ça implique, de la même façon qu'on l'évoquait avec l'économie circulaire ou l'économie de fonctionnalité, de passer d'une logique de vente de produits à une vente de services. Et ça implique des transformations en interne qui sont assez considérables. Mais c'est vrai que c'est notamment quand on se pose la question de cette transformation plus profonde qu'on peut véritablement intégrer ces nouvelles logiques. Donc 3 types d'innovations plutôt sur l'aspect retail autour de ces logiques-là. La première, c'est la place de marché. Donc vous allez mettre en relation des clients ou des personnes qui ont des biens, qui cherchent à s'en séparer, et des clients qui recherchent ces types de biens. Donc là, il y a un certain nombre de retailers qui ont lancé des innovations à ce sujet-là. Ikea est très innovant. Il y a aussi, on peut citer Trocker de Castorama qui met en relation des particuliers pour s'échanger des heures de bricolage. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît toute la logique derrière Trocker au moment où ça a été mis en place, c'était tiré par une agence de communication. Et en fait, ça n'a pas été véritablement intégré en interne, alors que c'est extrêmement intéressant sur la façon dont ça peut faire se renouveler le modèle de Castorama. Et aujourd'hui, Castorama et en fait tous les retailers dans le domaine du bricolage sont en train de se dire bon, notre modèle de demain, c'est peut-être d'être davantage une entreprise avec des communautés, de mettre en relation les clients pour qu'ils puissent échanger des heures de bricolage, pour qu'ils puissent éventuellement louer les perceuses quand ils en ont besoin, et pas simplement être un retailer qui achète des biens, les distribue et finalement n'approfondit pas la relation avec le client. Le deuxième type d'innovation, j'en ai déjà parlé, c'est l'innovation collaborative, c'est innover avec les clients. Donc voilà, notamment Quirky et Auchan, Open Oxylan, et en fait tous les retailers vont un jour ou l'autre lancer une plateforme de ce type-là, parce que ça vient véritablement nourrir la marque et ça permet d'aller chercher de l'innovation et de l'intelligence à l'extérieur de l'entreprise. Mais là aussi, encore une fois, se pose la question de moi en tant que retailer, est-ce que je suis légitime et comment est-ce que je peux faire pour faire contribuer des clients. Récemment, Orange a lancé une plateforme d'innovation et j'ai pas l'impression que ça prenne très bien, parce que quand on est Orange, on a aussi une image qui fait qu'il y en a aussi une pesanteur qui est pas toujours la plus propice pour faire contribuer des clients. Et enfin, un troisième type d'innovation, là on se rapproche davantage de l'économie de fonctionnalité, transformation d'une logique de vente de produits à une logique de vente de services ou d'expérience. Là encore, c'est la transformation la plus profonde, donc ça prend du temps et ça implique des transformations assez considérables en interne et en externe. Et là, j'ai l'impression qu'un fabricant comme Seb est en train de s'intéresser à ces sujets de manière assez volontariste. Et je voulais juste terminer, alors je ne vous ai pas parlé de WeShare, donc qu'est-ce qu'on fait autour de tous ces sujets. Donc on est une bande de passionnés aux quatre coins du monde qui voient dans l'économie collaborative un moyen de transformer la société de manière assez profonde.
Donc on a contribué à évangéliser autour de ce sujet. Maintenant qu'il est relativement connu, on cherche à davantage l'orienter et à faire en sorte que ces économies collaboratives, elles contribuent à un partage de la valeur pour le plus grand nombre. Parce qu'il y a évidemment des questions assez importantes qui se posent autour du partage de la valeur. À partir du moment où on fait contribuer des clients, des consommateurs qui bénéficient le plus. Et on voit bien qu'autour de ces modèles-là, entre un Uber et un Larouche qui dit oui, on est dans deux modèles extrêmement différents. Donc voilà, nous on cherche plutôt à soutenir les entrepreneurs et les innovateurs qui vont aller vers des modèles proches de Larouche qui dit oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui met en relation des consommateurs pour qu'ils puissent acheter directement aux producteurs. C'est un peu le modèle des AMAP remis au goût du jour du numérique. Et voilà. Et donc on travaille aujourd'hui avec des grands groupes qui sont intéressés par notre approche et par notre sensibilité autour de ces sujets-là. Ils sont partenaires de notre grande messe annuelle qui est le WeShareFest. Ce sera la 3e édition. L'année prochaine, on fait venir les principaux entrepreneurs et innovateurs qui pensent les modèles de demain du collaboratif, et ils ont un accès privilégié à notre écosystème, donc on les met en relation avec les startups et les principaux innovateurs, notamment français, autour de ces sujets. Et comme c'est un mouvement qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur, cet accès privilégié à l'écosystème a beaucoup de valeur pour eux. Et je voulais juste conclure, peut-être pour faire vraiment le lien entre circulaire et collaboratif, pour évoquer deux innovations qui me semblent emblématiques de ce qui se passe aujourd'hui autour de ces sujets. C'est d'abord TerraCycle, qui est une entreprise américaine qui en fait propose à des particuliers, donc c'est là où notamment se met en place, se concrétise cette dynamique collaborative, et s'appuie sur des bénévoles qui vont lui envoyer des déchets qui a priori ne peuvent pas être recyclés, comme les mégots de cigarettes. Et elle va s'occuper justement de convertir ces déchets en innovation, en tout type de biens. Et justement, c'est le fait de s'appuyer sur cette communauté de bénévoles qui explique cette dynamique collaborative. Et l'autre innovation, c'est Ikea qui a lancé une plateforme qui permet aux particuliers de revendre leurs meubles upcyclés. Donc là, c'est extrêmement intéressant. On peut se dire, bon, Ikea qui finalement vend des meubles Ikea, et demain, Ikea vendra tout type de meubles qui ont été transformés par ses clients. Là aussi, le bénéfice, un bénéfice d'image, et c'est la possibilité finalement de vendre des meubles qui sont beaucoup plus originaux que ceux qui seraient vendus traditionnellement chez Ikea. J'ai fini. Merci beaucoup Antonin. Si vous avez encore quelques minutes, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas? Oui, alors je vous en prie. Bonjour, Elisabeth Stéphane de ICDD. Je voulais déjà demander à... j'ai oublié votre prénom. Hélène, pardon. Comment vous étiez distribué, et puis savoir exactement aussi sur les produits que vous créez. Est-ce que, par exemple, vous bénéficiez d'un taux de TVA moindre, sachant que vous travaillez avec de la matière première recyclée? Alors, on est distribué par nous-mêmes, on travaille directement en circuit court avec nos clients, sauf quand on passe par des intermédiaires, parce que il y a notamment sur les objets publicitaires une agence de com qui va prendre en charge toute une démarche. Chez Extramuros, on produit à la commande. On refuse d'avoir du stock qui risquerait de ne pas se vendre et d'être du gâchis. Enfin, il y a une raison économique de toute façon pour l'avance de trésorerie. Il y a aussi un positionnement idéologique de se dire on va pas avoir du stock qu'on va essayer à tout prix de vendre. On va plutôt attendre d'avoir une commande avant de produire. Ça nous paraît plus raisonnable. Donc on est aujourd'hui distribué comme ça, et il y a tous les articles en toile postale qui sont distribués sur un site internet qui a été construit en partenariat avec La Poste, qui s'appelle lapetitefabriquepostale.fr, où là il y a une 24 je crois, références en toile postale accessible à tout le monde. C'est aujourd'hui notre seul biais de distribution, enfin moyen de distribution vers les particuliers.
mais ça m'intéresserait de contacter Ikea. Et sur est-ce qu'on bénéficie d'allègement de TVA ou de... pas du tout. Là, c'est pour boucler avec ce que disait Monsieur Lambert. Aujourd'hui, il y a les externalités, on va dire, positives à avoir comme matière première le déchet ne sont pas du tout prises en compte. Donc il n'y a pas d'aide pour ça. Ça, c'est un premier point, alors même qu'il y a un surcoût, puisque si on prend l'exemple de la toile postale, récupérer les anciens sacs, les trier, les nettoyer, les découper, parce que c'est cousu, etc., en faire des panneaux qui peuvent à nouveau être travaillés, ça coûte, alors je crois que c'est 3,8 fois plus cher que de se faire livrer de la toile de lin imprimée façon vieillie avec les logos de la Poste à l'autre bout du monde. Donc il y a un vrai coût à la récupération aujourd'hui, à la revalorisation de la matière, qui est souvent peu compris des clients, qui nous disent mais on vous donne la matière, pourquoi alors qu'en fait il y a tout un travail qui est souvent pas connu. Donc c'est vrai qu'on un peu d'explication sur sur les circuits et en tout cas aucune reconnaissance ni fiscale ni d'aide, même sur les aides d'État, sur je sais pas, sur les économies d'énergie, où il n'y a pas de, pas encore en tout cas, peut-être grâce à Monsieur Lambert demain, mais merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, éventuellement? Sinon, oui. Bonjour, j'ai une question très concrète pour Hélène. Ce que vous faites semble tomber sous le sens. Donc, quels sont les problèmes ou les freins que vous rencontrez dans les entreprises? Est-ce que c'est des questions de budget? C'est quoi les freins? Voilà. Merci. Il y a des questions de budget, oui, parce qu'aujourd'hui, notamment sur les goodies, on peut vraiment s'approvisionner Enfin, les acheteurs sont très souvent sensibles au prix, avec un prix-volume. Enfin, c'est vraiment le chiffre qui compte et pas forcément toute cette démarche. Donc, on a une problématique de budget. Nous, on fabrique en France, donc ça a un coût. À partir de la récupération, ça a aussi un coût. Donc, ça, faut trouver les entreprises en face qui sont prêtes à comprendre, payer et assumer ça. Et après, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres freins. On se développe, on est en croissance. Voilà, pour l'instant, ça marche. Je dirais qu'il y a cette difficulté de pédagogie et de concurrence. Le fait que les entreprises n'ont pas forcément les budgets ou veulent pas forcément mettre les budgets sur des produits plus responsables. Et puis, j'ai beaucoup aimé la remarque, je pense que c'est très vrai, sur la division du travail et la dilution des responsabilités. Quand on parle aux grandes entreprises, c'est impressionnant de voir que en fait, la chaîne de décision sur l'achat d'un goodies ou de mobilier va être chez 12 personnes. Quid du marketing, du juridique, du budget, de l'utilisateur, des moyens généraux, de la logistique. Et c'est voilà. Donc il y a ça aussi qui fait qu'en tant que petite boîte, on s'essouffle. Enfin, c'est très consommateur de temps que d'arriver à trouver sur des produits un peu particuliers qui ne sont pas standardisés, pas référencés par les achats chez nos clients, d'arriver à conclure une affaire. Mais ça marche. Alors, une autre question au fond de la salle. Bonjour, une question pour vous, Barbara Bott du cabinet B. Je travaille sur la question de la diversité, de l'intégration des personnes en situation de handicap. Et du coup, je faisais le lien avec votre système de vente économique. Et je pensais notamment à un levier qui est malheureusement assez peu utilisé, qui est la collaboration donc en co-traitance ou en sous-traitance avec le secteur protégé et adapté. Et je pensais notamment à ça parce que les entreprises y sont très sensibles et c'est un moyen pour elles de s'exonérer de pénalités financières. Et du coup, en passant, si vous passiez et vous les formiez, ou en tout cas vous accepteriez de travailler avec eux sur la réalisation de vos produits, ou en tout cas une partie, vous pourriez, je pense, approcher les entreprises dans une démarche d'achat sensible à la démarche
pas seulement solidaire, mais véritablement business. Et du coup, je pensais à ça justement pour approcher vos entreprises. Oui, c'est une bonne remarque. On travaille avec 2 ESAT déjà aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas en groupement avec eux, donc on ne fait pas bénéficier de nos clients d'allègements. Voilà. En fait, bon, il y a tout un montage quand même administratif à mettre en place. Il ne suffit pas de faire travailler des handicapés pour bénéficier des allègements de taxes AGFIP. Donc, on pourrait se mettre en groupement si les clients nous demandaient. Après, c'est vrai que ça met quand même en lumière une vraie question sur la place de l'insertion et ce qu'on veut faire de l'insertion par l'activité économique en France. En fait, on privatise l'accompagnement des chômeurs longue durée en demandant aux entrepreneurs sociaux de prendre en charge et le surcoût et l'accompagnement de chômeurs longue durée, y compris sur des problématiques qui n'ont rien à voir avec les problématiques de formation professionnelle. Alors qu'il existe encore pléthore de dispositifs normalement conçus et financés pour accompagner ces personnes-là. Les clients d'entreprises d'insertion bénéficient d'aucun allègement de charges, de taxes ou d'aucune incitation financière à conclure avec nous. Donc j'allais dire c'est d'autant plus à leur honneur que c'est vraiment un choix d'achat responsable des intéressés, enfin des intéressés financièrement. Je ne sais pas si on arriverait vraiment à alléger parce qu'en fait, comme on a déjà une activité couture et une activité menuiserie intégrée sur lesquelles on staffe, sur lesquelles on mobilise des salariés en insertion qui participent activement, qui ont vraiment, c'est pas de l'occupationnel, ils sont vraiment partie prenante des différentes étapes de production. Si jamais on devait travailler avec des ESAT, en fait, on déshabillerait Paul pour habiller Jacques, tout ça pour avoir un devis moins élevé et faire être plus attractif pour le client. Du coup, je ne sais pas si sur le modèle d'Extramuros qui s'est déjà conçu avec un outil de production qui favorise l'insertion, on pourrait travailler plus largement que ça avec le secteur adapté. En fait, la question se pose effectivement pas pour des petites quantités, mais elle se pose plutôt sur des grandes quantités. Et je pense aux grandes entreprises qui ont des besoins qui sont importants. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourriez avoir une porte d'entrée supplémentaire. C'est juste une porte d'entrée supplémentaire. Ça, effectivement, l'idée, c'est pas de vous enlever une partie de production qui est importante chez vous et qui a du sens, effectivement. Mais ça peut être, à mon sens, quelque chose de complémentaire et une porte d'entrée, en fait, tout simplement. J'ai du mal répondre parce que je suis complètement d'accord. Et par exemple, les 50 tonnes de toile postale qui avaient été stockées pendant 10 ans dans des sous-sols et bon, nous, on n'a pas d'activité de blanchisserie, il faut les nettoyer. Et on a trouvé un ESAT qui est une blanchisserie écologique qui nous nettoie la toile postale, donc 50 tonnes, donc on est effectivement sur des volumes colossaux. La Poste est un client très important sur la toile postale. Et c'est cet ESAT à Stein, donc un voisin, qui nettoie de façon écologique la toile postale. Et effectivement, pour eux, c'est une part de business important. Et là, on avait mis en place, à l'époque, quand on avait fait le groupement, pour proposer à la Poste de bénéficier des heures travaillées. Donc, entièrement d'accord sur les gros volumes. Et, ouais. Merci beaucoup. Je crois qu'on va... Ouh là là. Alors, une dernière pour Antonin. Alors, ce que je vous propose, c'est que je pense qu'il y en a qui ont d'autres rendez-vous après, mais c'est très réjouissant de voir votre enthousiasme. Donc, pour Antonin et Hélène, donc on termine avec Antonin. Moi, j'ai une question pour Antonin sur un paradoxe peut-être. La consommation collaborative, on le voit dans les études, au-delà de l'idéologie des valeurs, un des leviers importants pour les consommateurs, c'est le budget. C'est parce que ça coûte moins cher. À l'inverse, on voit que pour les grosses entreprises et les entreprises constituées, pour aller sur ce terrain-là, ça coûte plus cher. C'est-à-dire que pour aller sur des systèmes de production plus valorisants, pour aller faire participer les clients, enfin, quelles que soient les initiatives qui peuvent être prises, à court terme, ça coûte plus cher parce que ça change la manière de travailler, c'est pas rentable économiquement. Qu'est-ce que vous voyez, vous, en ayant des échanges avec les entreprises, comme possibilité concrète de résoudre ce paradoxe économique ?
économique, l'approche, veut dire, de l'économie collaborative entre la ruche qui dit oui et puis Uber, parce que vous avez bien mentionné que vous étiez plus proche du modèle de la ruche qui dit oui, et je ne connais pas bien Uber. Merci. Alors, pour la première question, d'abord, je pense qu'il y a très peu d'idéologie chez les consommateurs. Les gens qui pratiquent la consommation collaborative, ils ne le font pas parce qu'ils sont militants. Les 95% des gens qui pratiquent la consommation collaborative, WeShare, ils s'en moquent un peu, quoi. Enfin, nous ce qu'on trouve comme changement sociétal derrière tout ça, très souvent la motivation première pour les consommateurs qui pratiquent la consommation collaborative, c'est d'abord utilitariste, c'est parce que ça revient moins cher, parce que c'est plus pratique. Et je pense qu'on oublie très souvent la praticité. C'est-à-dire que le covoiturage, c'est pas simplement parce que ça coûte 4 fois moins cher que le train, c'est parce que maintenant, avec la longue traîne qu'ils sont en train de couvrir, ça permet de relier plein de villes de province qui ne sont plus couvertes ou qui n'ont jamais été couvertes par le train. Maintenant, pour les grandes entreprises, là encore, je pense qu'il y a une petite différence avec le circulaire ou le fait qu'il peut y avoir un supplément d'investissement. Je pense qu'au contraire, le collaboratif, c'est une source d'économie et d'efficience énorme. Enfin, on le voit déjà sur tout ce qui concerne la consommation collaborative et les plateformes qui sont nativement dans le collaboratif. Elles permettent une efficience aujourd'hui économique qui est prodigieuse. Et on peut même du coup dire que c'est source de décroissance économique. Ça, c'est une autre question qui est plus macro. Mais pour les acteurs traditionnels, le collaboratif, si on veut le regarder de manière cynique, innover avec les clients, c'est faire travailler des gens gratuitement. Donc, je dis de manière un peu cynique, mais c'est pas plus cher. Au contraire, c'est bénéficier de l'intelligence de la foule pour produire, concevoir, innover à moindre coût. Après, si on veut bien le faire, il faut s'interroger sur le partage de la valeur. Et nous, c'est comme ça qu'on réfléchit avec les entreprises qui nous sollicitent, parce qu'on estime que si on ne se pose pas cette question dès le départ, alors il va y avoir des retours en arrière et il va y avoir des problèmes. Mais il y a ce qui peut représenter un coût supplémentaire, c'est qu'on passe d'une logique de vente de produits à une logique de vente de services, et ça, je comprends tout à fait que ça prenne du temps. Et quand on échange avec les grandes entreprises qui sont vraiment concernées par ces sujets-là, ça implique une telle transformation en interne, les ressources humaines nécessaires pour passer d'une logique de vente de produits à une logique de vente de services, c'est pas du tout les mêmes en fait. Et du coup, très souvent, elles vont passer par le lancement d'une start-up, comme l'a fait Lokeo, enfin le groupe boulanger avec Lokeo. Voilà, et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt une bonne pratique. Ça veut dire d'essayer de soutenir un écosystème de start-up ou voire de lancer une start-up en interne plutôt que d'essayer de faire ça avec son core business, parce que c'est trop éloigné de son activité traditionnelle. Sur votre question, en fait, déjà, je crois qu'il suffit de regarder les news, et en fait, Uber a levé 1,2 milliard, c'est la plus grosse levée de l'histoire avec Facebook dans l'innovation numérique. Donc le modèle d'Uber, c'est se généraliser au monde entier avec un modèle qui est le même dans tous les pays et dans toutes les villes. Et c'est un modèle qui en fait consiste, entre guillemets, simplement à mettre en relation des chauffeurs indépendants qui ont leur propre statut, donc qui ne sont pas salariés, pour qu'ils puissent vous conduire d'un point A à un point B en ville. Or, ces modèles-là, comme ils sont extrêmement locaux, ils pourraient être lancés par des entreprises locales, qui pourraient être des coopératives. Nous, c'est ça qu'on porte aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, à partir du moment où on s'appuie sur des conducteurs qui en fait apportent le plus gros de la valeur, qu'ils ne puissent pas s'organiser eux-mêmes pour gérer eux-mêmes l'activité. En fait, ça fait peu de sens du point de vue du consommateur, ça fait un peu de sens au niveau de la marque, ça fait un peu de sens au niveau de toute l'information dont dispose Uber pour améliorer son service au quotidien, mais ça fait peu de sens d'avoir une marque mondiale sur ce service-là,
qui, alors on s'en rend pas encore compte parce qu'aujourd'hui elle a levé plus d'1 milliard de dollars, donc elle peut finalement subventionner son déploiement international. Donc vous allez bénéficier de réduction de moins 20%, moins 50%. Donc là tout le monde se dit c'est génial, Uber c'est moins cher que les taxis, sauf qu'on va en payer la facture un jour. Il y a Google qui est derrière. Donc derrière ce qui se joue là en fait c'est la souveraineté économique. C'est toute la question des data qui sont aujourd'hui hébergées aux États-Unis. Enfin, il y a plein de considérations économiques, sociétales derrière ces modèles qui se développent à une vitesse prodigieuse. Donc oui, on alerte un petit peu sur les conséquences que pourrait représenter la généralisation d'un modèle Uber à toute l'économie. À l'opposé, on a des entreprises comme La Ruche qui dit oui, qui sont des entreprises qui ont le statut d'entreprise sociale et solidaire et qui se posent la question véritablement dans leur ADN du partage de la valeur, parce qu'elles s'appuient sur aujourd'hui entre 500 et 1000 producteurs en France. Aujourd'hui, le partage de la valeur pour l'alimentaire en grande surface, c'est 80-20, c'est 80 pour l'hyper, c'est 20 pour le producteur. La Ruche qui dit oui retourne ça, c'est 80 pour le producteur, c'est 20. Alors c'est 8 pour La Ruche qui dit oui en tant qu'organisatrice du système et c'est 8 pour l'organisateur de la communauté. Donc déjà le partage de la valeur en lui-même est de manière assez évidente beaucoup plus équitable pour le producteur. Et ensuite, dans leur déploiement économique et dans leur développement économique, il se pose véritablement la question du financement et de la signification qu'aurait le fait de recourir à des fonds d'investissement en capital risque. Parce qu'à partir du moment où on part dans cette course-là, ça veut dire qu'on est dans une course à la revente et dans une course à l'entrée en bourse. Et c'est des modèles qui n'ont peut-être pas forcément vocation à être vendus ou à entrer en bourse. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre participation et vos questions. Je crois qu'il y a des frustrations au fond de la salle, mais Antonin et Hélène restent là un petit peu, donc n'hésitez pas à leur poser vos questions. Au nom d'Altavia, merci beaucoup d'avoir été là ce matin et puis on espère qu'on aura l'occasion de se reparler de tous ces sujets passionnants prochainement. Merci beaucoup.